le maître de cérémonie, nous sommes une association dénommée Espace populaire d'échange de Dakar. Je pense que déjà, en voyant tout ce monde, je peux dire que nous sommes très satisfaits. Parce que cela démontre bien que la population s'intéresse aux mêmes questions que cette association qui a lancé aujourd'hui l'invitation qui nous réunit ici au Relais. Je voudrais avant tout d'abord présenter les excuses de Madame Fatoumata Sow, qui est actuellement en mission à Abidjan. Donc, elle ne pourra pas être avec nous ce matin. Et sans tarder, je vais donner la parole au professeur Moustapha Dieng, qui nous fera une brève présentation de l'association Espace populaire d'échange de Dakar. Merci, professeur, vous avez la parole. Merci, chers collègues. Je m'en vais donc, avec votre permission, vous présenter l'association, notre association dénommée l'Espace populaire d'échange de Dakar. Mais, monsieur le modérateur, vous me permettrez, avant de présenter l'espace, de prendre un petit instant pour formuler quelques remerciements. D'abord, pour le professeur Amadou Tidiane Guiro, qui est l'armature de tout cela. Et puis pour un certain nombre de personnes qui, pour la plupart, sont dans cette salle. Je veux citer entre autres Alphonse Mendy, Ousseynou Fall, Moustapha Goudiaby, Bambi Soumaré, Ndeye Bourignan, Ndeye Fall, Ibrahima Diallo Di Libdou, Yama Ndiaye, pour les efforts particulièrement titanesques consentis. Chers invités, l'espace populaire d'échange de Dakar est le fruit de l'engagement volontaire et bénévole de plusieurs personnes qui entendent préparer l'avenir en mettant en commun leurs connaissances et leurs savoirs pour les partager avec le plus grand nombre, y compris les masses populaires. Dès le début, les fondateurs de l'association ont veillé à ce qu'ils prennent la forme d'une association à but non lucratif, non confessionnelle, qui s'interdit toute action et toute prise de position politique. Cette notion est importante de notre point de vue, d'autant que l'espace populaire d'échange de Dakar est un lieu de production d'idées et de pratiques innovantes pour une citoyenneté responsable, créatrice d'alternatives, solidaire et durable. En d'autres termes, l'espace populaire d'échange de Dakar, les fondateurs, en d'autres termes, l'espace populaire d'échange de Dakar revendique une spécificité. C'est un espace d'écoute, de discussion et de partage, un lieu de rendez-vous, du donner et du recevoir, pour reprendre la formule de Senghor, réunissant des femmes et des hommes d'horizons divers qui trop souvent ne travaillent pas de concert. Sa création répond d'une part
à la demande formulée par beaucoup de citoyens pour parfaire leur culture générale et compléter leurs connaissances, et d'autre part, par des travailleurs, des jeunes et des nouveaux leaders désirant renforcer leurs capacités pour être des acteurs avertis et conscients. Il s'agit aussi pour l'espace populaire d'échange de Dakar de participer à la formation de citoyens éclairés et responsables à même de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons. Un monde complexe, un monde en mutation où les changements vont plus vite que leurs analyses et leur maîtrise. L'espace populaire d'échange de Dakar, puisqu'il fait référence au peuple, est un espace donc populaire, d'autant que le peuple est la source de toute légitimité dans une démocratie, mais aussi comme référence au plus grand nombre ou à ceux et celles qui sont exclus de l'accès au savoir. L'objet de l'association est la promotion de l'équité, du civisme, de la souveraineté alimentaire, du développement durable et de la paix. L'équité, c'est avant tout la justice sociale, c'est offrir aux femmes des conditions de vie décentes, leur assurer le droit de s'alimenter, d'aller à l'école, de se soigner, de se loger, de travailler, d'accéder à la culture. L'équité, c'est aussi offrir aux plus démunis l'égalité de chance, de même que l'égalité entre les hommes et les femmes, et un traitement juste, égalitaire pour tous devant la loi. C'est garantir les libertés, les droits démocratiques et répartir de façon juste les richesses de la nation. Dans un pays pauvre, confronté à de nombreux défis à relever, le civisme doit être un comportement de tous les jours. C'est-à-dire le dévouement à la collectivité, servir le peuple d'abord, respecter les biens communs et la solidarité avec ceux qui en ont besoin. C'est le respect des droits des citoyens. Quant à la souveraineté alimentaire, elle fait référence aux besoins de rupture avec un modèle d'agriculture extraverti qui renforce la dépendance alimentaire de l'Afrique et la persistance de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, car, comme dit l'adage, ku ëmb sa sànqal, ëmb sa sutura. Pour dire clair, qui détient la nourriture tient en main la dignité. Le développement durable et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique sont devenus aujourd'hui des exigences pour l'humanité tout entière. Ces défis qui traversent tous les segments de développement doivent en imposer d'autres. En plus des savoirs universitaires, l'espace populaire d'échange de Dakar sera attentif à des formes en germe du côté des intellectuels, des artistes, des mouvements sociaux. De même, les savoirs endogènes ainsi que l'expérience des professionnels et des acteurs sociaux seront pris en compte. Par conséquent, nous vous invitons à faire partie de cette belle aventure ambitieuse pour un développement harmonieux de nos populations. Donc je vous remercie. Donc je tenais à faire cette brève présentation. Certainement dans les échanges, nous reviendrons donc sur les détails, disons, de nos actions que nous aurons à mener, disons, dans les périodes à venir. Merci, monsieur le modérateur. Merci, professeur. Merci. J'avais oublié, à l'entente de ton propos, de dire à l'assistance que le professeur Moustapha Dieng est professeur enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop, à la faculté des lettres au département d'histoire. Je voudrais tout simplement dire, après ce cadrage, deux éléments sortent du propos du professeur Dieng
et qui me semble déterminante. La lutte pour l'équité et la justice, donc la souveraineté alimentaire, qui garantit quelque part la dignité humaine avec ce proverbe Wolof qu'il a avancé. Donc, de ces deux éléments, je pense que je vais faire une connexion avec le prochain intervenant qui va nous faire une leçon inaugurale donc, des activités de l'espace populaire d'échange de Dakar. Il s'agit du professeur Amadou Tidjane Guiro. Le professeur Guiro n'est plus à présenter. Tout le monde sait que Guiro est un professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle en nutrition et alimentation. Il a fait plus de 30 ans d'enseignement à la faculté des sciences et techniques. Détient un doctorat de 3e cycle et un doctorat d'État. Il a encadré plusieurs thèses de doctorat et plusieurs DEA dans la même faculté. Le professeur Guiro est également membre de plusieurs associations et comités scientifiques au plan national et international. Il a siégé pendant plusieurs années au CTS Sciences du CAMES. Il a coordonné le système national de recherche agricole et agroalimentaire du Sénégal, coordonné la fortification des aliments en micronutriments à sa création. Il a il a également accompagné plusieurs groupements de femmes dans la transformation agroalimentaire et est membre fondateur de l'Association de nutrition et d'alimentation du Sénégal, ANAS. De 2000 à 2007, le professeur Guiro a été directeur général de l'Institut Technologie Alimentaire ITA de Dakar. En 2013, il a fait un bref passage à la direction de l'enseignement supérieur comme directeur de l'enseignement supérieur en 4 mois, où il a été débauché pour être recteur, le premier recteur de l'université du Sine Saloum de Kaolack, donc dénommée aujourd'hui l'université El Hadj Ibrahima Niass, jusqu'en 2020, date à laquelle il a fait valoir ses droits à une pension de retraite. Je ne sais pas si les enseignants partent à la retraite, mais je ne crois pas. Guiro est membre de plusieurs sections de sciences agricoles de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il est membre fondateur du syndicat autonome du SAES. D'ailleurs, il a été premier secrétaire de la section sciences du SAES. Il est aujourd'hui chevalier de l'Ordre national du mérite du Sénégal et chevalier de l'Ordre du mérite agricole de France. Professeur, vraiment, vous avez un parcours très riche. Et la leçon inaugurale que vous allez nous donner va nous gratifier, à mon avis. Donc, sans tarder, je vous donne la parole et merci. Merci beaucoup, professeur Souleymane Gomis. Merci d'avoir accepté de modérer cette rencontre. Mesdames et messieurs, je voudrais, avec votre permission, commencer d'abord par vous remercier. Remercier pour votre présence à cette rencontre de partage de l'espace populaire d'échange de Dakar. Merci aux parents ici présents, aux amis, aux collègues, à la presse et aux nombreux jeunes qui sont ici. Je voudrais remercier, je vais citer quelques organisations, peut-être quelques noms. Vous m'excuserez si je ne cite pas tout le monde, je me serai trompé, peut-être que dans ce cas, à la fin, on pourra rattraper.
Mais je commencerai d'abord par remercier la présence de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui est représentée ici par le président de la section des sciences agricoles, M. Ousmane Kane. Donc je salue et remercie l'Académie d'avoir fait ce déplacement et cet effort de sortir de l'Académie et de venir dans cet espace populaire. Saluer également la présence aujourd'hui, comme on dit, pour cette rencontre, de 3 directeurs généraux de l'ITEA, de l'Institut de technologie alimentaire. Ousmane Kane, il y a également moi-même, donc je suis très honoré que nous puissions nous retrouver ici pour cette rencontre et cette cérémonie. Saluer également la présence du directeur général de l'Agence de la recherche scientifique et appliquée, donc, qui sont également des organisations et des associations, comment dire, qui sont impliquées et par rapport à la problématique qui nous intéresse. Saluer la présence de concours universitaires, des collègues de l'Université du Sine Saloum et la Ibrahim qui sont ici présents. Saluer la présence de collègues de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la présence de collègues également de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Saluer la présence donc de beaucoup de collègues, d'anciens collègues et toujours collègues qui sont ici. Donc je les remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement. Au-delà de ça, donc il est le porte-parole du CNC. Donc je voulais saluer à travers sa personne, saluer aussi toutes les organisations paysannes donc, du Sénégal. Parce que cette question de souveraineté alimentaire intéresse aussi toutes ces organisations. Saluer les groupements de femmes qui sont ici aussi présents. Donc certains vont faire peut-être une exposition à la fin. Vous pourrez donc suivre cette exposition. Saluer également la présence de tout tel que Enda Thiermont, donc qui sont ici présents. Saluer la présence des directeurs d'organes de presse, directeurs généraux, dans la salle invité de M. Mohamed Ibrahim Kane, donc de médias, donc ITV, nous saluons, nous sommes très heureux de sa présence. Remercier également tous les organes de presse qui sont ici, présents radio, télé, donc, et autres. Je continuerai les remercier un peu plus tard, tous les amis qui ont fait ces déplacements, parce que ce n'est pas évident à Dakar de se déplacer, de se déplacer, et le samedi, tout le monde a des engagements. Donc je pense que vous avez fait un très gros effort. Donc pour nous retrouver, nous vous en sommes donc très reconnaissants. Je voudrais remercier aussi les personnes qui ont accepté dès le début de constituer cette association EPED, Espace Populaire d'Échange de Dakar.
parce que nous avons été interpellés à plusieurs niveaux par beaucoup de gens, particulièrement des jeunes, souvent qui nous disent « nous voulons être formés, nous voulons être formés, nous voulons être formés, nous voulons être formés ». La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances, qui peuvent être académiques ou non académiques, beaucoup même non académiques, qui ont des savoirs et des connaissances à mettre à la disposition. Cela donc nous a encouragés et je voulais saluer la présence de tous les membres du bureau et féliciter aussi le comité d'organisation, tel que ça a été dit par Moustapha tout à l'heure, donc pour participer, pour organiser cette rencontre et cette manifestation. Pour cette leçon inaugurale, je voulais aussi saluer la présence, on m'a signalé la présence de M. Yorodé, dans la salle, ancien ministre. Nous sommes très heureux de sa présence. Et me féliciter aussi de la présence de beaucoup de jeunes. Parce que fondamentalement, tout ce que nous faisons et allons faire est destiné aux jeunes. C'est pour les jeunes que nous le faisons, pour qu'ils puissent avoir des informations qui reposent sur des vérités scientifiques et qui puissent sur des connaissances délivrées donc par des acteurs avertis et de pouvoir ainsi donc les armer et les outiller pour le présent, mais également pour le futur. Je pense n'avoir oublié personne. En tout cas, j'y reviendrai encore pour les remercier. Donc, nous allons échanger sur la souveraineté alimentaire. Je pense que cette souveraineté alimentaire est une question d'actualité. C'est pour ça d'ailleurs, puisqu'on parle d'aliments, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de CRR donc, qui étaient dans la salle. Donc, ils vont dire qu'à partir de cette rencontre et tout ce qu'ils font, ils pensent qu'ils vont améliorer donc, leur alimentation. On parle souvent d'autosuffisance alimentaire, concept qu'on utilise. Parfois de sécurité alimentaire et aussi de souveraineté alimentaire. Donc, il est important de pouvoir expliquer ces concepts le monde a souvent été confronté à des famines et des crises alimentaires. Au début, on disait qu'il suffisait d'avoir la production pour couvrir les besoins. Une fois qu'on produit, qu'il y a la production, immédiatement les besoins nutritionnels, alimentaires et nutritionnels vont être couverts. Mais on s'est rendu compte, ça c'était au début des années 60, on s'est rendu compte quand même que ce n'était pas le cas. Il y a des pays où on a augmenté la production, des pays qui ont fait une révolution verte, d'autres, mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des personnes et des gens, des couches, qui n'étaient pas alimentés correctement et d'autres qui souffraient toujours de malnutrition donc, et de famine. À partir des années 70, cette conception a été remise en cause. Parce qu'on s'est dit que la croissance de la production alimentaire est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour résoudre. On peut prendre un exemple bien particulier. Ici, on peut avoir même beaucoup de disponibilité alimentaire. Ici, comme on dit, mais surtout dans les villes, mais si tu n'as pas de sous pour les acheter, tu ne feras que les observer et puis avancer. Donc, la disponibilité toute seule ne résout pas. Donc, l'autosuffisance alimentaire. Ce concept exprime la capacité d'un pays à satisfaire ses besoins alimentaires sur la base de sa production nationale. Et ce concept était dominant au début dans les années 70. Dans les années 70, on parlait beaucoup d'autosuffisance alimentaire. Et la recherche de l'autosuffisance alimentaire était le corollaire du développement autocentré. Dans ces années-là aussi, on parlait beaucoup de développement autocentré. Cet objectif était un des points centraux du plan d'action de Lagos, donc en 1980, et ce concept a été abandonné depuis. On sait qu'à partir des années 80 et autres, qu'est-ce qu'on a connu dans tous nos pays? C'était les plans d'ajustement structurel. Le plan agricole, c'était la nouvelle politique donc agricole, avec toutes les conséquences néfastes donc, que nous avons connues. La sécurité alimentaire et nutritionnelle a été définie au sommet mondial de l'alimentation en 1996. Je dois dire d'ailleurs que ça a été une grande bataille des nutritionnistes, parce qu'avant on ne parlait que de sécurité alimentaire. Pour les nutritionnistes que nous sommes, les aliments, ça ne suffit pas.
il faut que les aliments soient consommés, absorbés et que l'organisme puisse les utiliser. Donc, on est pensé du concept de sécurité alimentaire à sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et la définition qui a été donnée, c'est qu'il existe, lorsque tous les êtres ont à tout moment un accès. Donc ce n'est plus seulement la disponibilité de l'aliment, mais il faut qu'ils aient accès, un accès physique, économique, à une nourriture suffisante, saine, nutritive, qui puisse leur permettre de couvrir leurs besoins nutritionnels et de bonne santé, qui va leur permettre de satisfaire, vous voyez, on va insister sur les besoins énergétiques, d'abord, sur les besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires. Pourquoi les besoins énergétiques? Parce que les aliments que nous consommons vont nous fournir, vont nous rassasier certes, vont nous permettre de couvrir nos besoins nutritionnels, mais le premier besoin de l'individu et de l'homme, c'est l'énergie. Ces aliments doivent nous apporter de l'énergie. Ils doivent nous apporter de l'énergie. Et je ferai une petite digression donc, sur la nutrition pour dire que, effectivement, l'énergie, parce que nous avons besoin d'énergie pour fonctionner. Lorsqu'on ne fait rien, qu'on ne travaille pas, qu'on est couché et tout, notre organisme a besoin d'énergie. Mais besoin d'énergie aussi, parce que nous avons une constante qui est fondamentale. Lorsque vous êtes malade, que vous allez quelque part et tout, bien que vous sentez bien, pas bien, la première chose que vous faites, c'est de mesurer votre température. Elle est à combien? Dans les 37 degrés. Mais ça, c'est beaucoup d'énergie, de maintenir cette température. C'est chaud, 37 degrés. Et lorsque même le climat dehors, vous avez une température qui est basse, vous voyez, vous avez froid, vous êtes obligé de chauffer de l'eau, donc d'avoir de l'énergie. Donc, vous voyez, nos aliments nous permettent de couvrir nos besoins énergétiques, nos besoins pour fonctionner, les besoins donc pour nos activités. Et si on s'intéresse au cadre conceptuel de la sécurité alimentaire que j'ai simplifié ici, la sécurité alimentaire, pour l'analyser, il faut tenir compte de la disponibilité des aliments qui doivent être disponibles, mais qui doivent être produits dans des conditions qui respectent l'environnement, la durabilité. Ces aliments, il faut également non seulement disponibles, mais qu'on puisse les avoir tout le temps, la stabilité. Si on les a, il faut qu'on puisse y avoir accès, qu'on puisse avoir accès aux aliments. Il ne s'agit pas seulement de les voir et de les regarder donc, sur les étalages. Il faut pouvoir donc, la question du revenu, du pouvoir d'achat, particulièrement pour les villes, va être une dimension donc, très importante. Une fois qu'on a ces aliments, comment est-ce qu'on va les utiliser? Comment est-ce qu'on va les préparer? Est-ce qu'on va les préparer de manière à détruire tous les nutriments? Ou bien lorsqu'on dit que la viande et les poissons sont disponibles, ok, qui est-ce qui va les utiliser? Est-ce que c'est le borom cœur seulement, comme on dit, qui va consommer donc, les bonnes choses et que les enfants, les femmes et les autres vont se contenter donc, du reste? Donc il y a l'utilisation et aussi, grand problème, c'est les habitudes alimentaires. Tout cela va déterminer la consommation donc, des aliments et bien sûr la consommation a un impact direct sur l'état nutritionnel des individus et des personnes qui va être influencé par les conditions de santé et d'hygiène, mais également par l'état de santé donc, des groupes. Lorsqu'on calcule l'alimentation disponible dans un pays, on va faire des bilans alimentaires. Donc les bilans alimentaires ont été très critiqués, mais l'objet de notre rencontre, ce n'est pas d'insister sur ces aspects-là. Mais en gros, l'alimentation disponible, pour ça, on va prendre la production totale. Qu'est-ce qu'on produit? On va rajouter les stocks privés, on va rajouter les importations, plus les réserves, si elles sont disponibles. On va déduire les aliments qui vont aller aux animaux, les aliments qui sont destinés à l'industrie, et également les aliments qui sont destinés à l'exportation, et bien sûr, on va retrancher les pertes. Et ça nous donne un bilan qui nous permet de savoir quel est le disponible alimentaire au niveau d'un pays. Et là, on verra que dans la discussion et le débat, et par rapport y compris aux politiques et aux incidences, certains vont dire,
ok, c'est pas grave. Si vous n'avez pas beaucoup de production, mettez l'accent sur les importations. On va même vous dire pourquoi produire ce que vous pouvez importer et qui vous coûte donc moins cher. Et ça, c'est le grand donc, débat. On l'a vu, on y reviendra sur la question de l'arachide, par exemple. On va dire, les autres huiles étant moins chères, ce n'est pas la peine de se fatiguer trop pour développer l'huile d'arachide et autres, parce qu'on peut acheter moins cher sur le marché mondial. Ou bien à un moment, bon, des organisations paysannes ont réussi quand même à renverser cela. Pourquoi se fatiguer à faire beaucoup de riz si le riz qui nous vient de l'extérieur est moins cher? Bien sûr, ça ne développe pas un pays où on n'a pas de sécurité. Donc, ces deux options, la spécialisation et le recours aux importations, donc on va dire spécialisez-vous dans certains domaines et puis on va importer, ça c'est l'approche néolibérale. Et l'autre approche qui va dire privilégier la diversification, c'est-à-dire qu'il faut diversifier la production alimentaire, donc pour satisfaire ses besoins au maximum. L'insécurité alimentaire, c'est un terme qui va regrouper l'ensemble des situations où des populations souffrent ou risquent de souffrir des manifestations de la faim. Donc, lorsque l'alimentation ne permet pas de couvrir les besoins, on est en situation d'insécurité alimentaire. Mais on le mesure surtout en prenant les niveaux critiques d'apport énergétique. C'est l'apport énergétique. On va mesurer l'énergie qu'il y a dans votre ration alimentaire et par rapport à des seuils qu'on a fixés. Si vous êtes au-dessus, donc vos besoins sont couverts, vous êtes en situation de sécurité alimentaire. Si l'apport énergétique est inférieur, on va dire que vous êtes en situation d'insécurité alimentaire. Et lorsque vous êtes en situation d'insécurité alimentaire, cette situation peut être chronique. Il y a des personnes ou des familles où tout le temps, pendant l'année, ils n'arrivent pas à couvrir leurs besoins. L'alimentation ne permet pas de couvrir leurs besoins, ils ne mangent pas à la faim, à leur faim. Donc c'est quelque chose qui est chronique. Mais l'insécurité alimentaire peut être aussi temporaire. C'est par moment, on voit pendant la période de soudure, par exemple, ou bien lorsqu'il y a des crises ou certains chocs, effectivement, donc cette insécurité est temporaire et elle peut conduire à différentes formes de malnutrition. Parce que s'il n'y a pas assez d'aliments, les nutriments dont vous avez besoin, votre organisme ne les a pas. Et s'il ne les a pas, donc vous pouvez avoir différentes formes de malnutrition. Des malnutritions, comme on dit, qui peuvent être chroniques et d'autres qui sont aiguës. Et ça se mesure. Ça se mesure. Chez les nutritionnistes, ça se mesure. Par exemple, on va prendre des enfants, on va mesurer leur taille et on va comparer leur taille par rapport à la taille d'un enfant du même âge qui est bien nourri. Donc, si on est en dessous des valeurs seuil, on va dire que l'enfant a une malnutrition chronique. Il a un retard de croissance. C'est pour cela qu'il y a des enfants, comme on dit, qui sont petits par rapport à leur âge. Par exemple, un enfant qui est bien nourri, correctement, et un enfant qui n'est pas bien nourri, dans la durée, celui qui est bien nourri, on voit qu'il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus grand. Mais il peut y avoir aussi la malnutrition aiguë, comme on l'a vu donc tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enfant maigrit. L'enfant donc maigrit. Et son poids diminue très rapidement, particulièrement pendant les périodes de crise. Et bien sûr, là aussi il y a des seuils. Cela peut être sévère, cela peut être modéré. Donc ça, ce sont les conséquences. Donc, on a parlé de l'autosuffisance alimentaire, de la sécurité alimentaire. J'ai beaucoup insisté sur la sécurité alimentaire parce que, quel que soit le concept, c'est les indicateurs qui sont donnés sur la sécurité alimentaire et l'insécurité alimentaire qui vont permettre d'apprécier les situations. La souveraineté alimentaire, donc, a été développée pour la première fois par Via Campesina lors du sommet mondial de l'alimentation, la FAO, en 1996. Depuis, ce concept a été repris par les acteurs mondialistes lors des différents forums sociaux. Là aussi, ce sont les organisations sociales, comme on dit, qui ont poussé véritablement à ce qu'on laisse tomber certaines conceptions pour aller, donc, la souveraineté alimentaire, c'est un droit qui laisse la possibilité aux pays ou aux groupes de pays de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leur population, sans qu'elles puissent avoir un impact négatif sur les populations d'autres pays. C'est ce que je disais tout à l'heure.
c'est un pays qui doit décider de façon toute souveraine, selon ses besoins, de dire je cultive de l'arachide, je cultive du riz, je cultive des oignons, etc., etc., de décider, mais on ne doit pas lui imposer par le biais de certaines politiques. Donc, vous voyez, la souveraineté est rattachée à un but. La souveraineté, c'est une décision politique. C'est une décision politique, mais avec un but, un objectif, c'est d'assurer la sécurité alimentaire, donc, et nutritionnelle durable. Notre collègue, le professeur, le docteur Pape Ablaye Seck, donc, qui était directeur général d'ISRA, puis ministre de l'Agriculture du Sénégal et représentant du Sénégal à la FAO, dans une de ses contributions, il disait que la souveraineté alimentaire ne doit pas être interprétée comme une autarcie, mais plutôt comme un refus de confier à l'autre la charge de nous nourrir et assurer une participation réfléchie à l'animation du marché international, du marché des produits, avec une mise en avant de nos avantages comparatifs. Il dit que cela va nous affranchir des caprices du marché international en comptant d'abord et surtout sur notre génie créateur et potentiel pour nous nourrir au mieux et durablement. Et j'insiste sur ce point, loin de nous l'idée d'une variante de la sécurité alimentaire espérée à travers la mondialisation des marchés agricoles et de marques financières pétrolières. Donc il ne faut pas seulement se baser sur la mondialisation des marchés agricoles, pour dire que certains produits peuvent être moins chers au plan international, etc. et tout ça, donc on peut avoir importé et délaisser certaines de nos productions, ou bien une tentation qui est plus grande pour dire non, ce n'est pas la peine de développer certaines filières et autres, parce que puisque nous avons du pétrole chez nous et que nous allons avoir du gaz, donc on pourra avoir assez d'argent pour acheter donc sur le marché mondial. Et là également, il met donc un gap. Donc la souveraineté alimentaire, c'est une rupture par rapport aux règles du commerce mondial. Donc par rapport aux règles d'abord, avant tout, imposées par l'OMC. Elle va accorder plus d'importance également aux conditions sociales et environnementales, prôner une répartition équitable de la production, et au niveau local, elle va favoriser le maintien d'une agriculture locale et de proximité, parce que c'est cette agriculture malgré tout qui nous nourrit. Cette agriculture locale de proximité, cette agriculture familiale, en tout cas je pense que Sidi en parlera, donc de façon plus autorisée que moi. Donc en tant que représentant, je pense qu'il reviendra sur cette question. Les cultures vivrières et l'agriculture familiale sont favorisées et la place et le rôle des femmes donc, sont privilégiés. Lors du sommet mondial de l'alimentation, à Rome, on a dit que la souveraineté alimentaire promeut le droit à l'alimentation pour toute la population sur la base de la production des petits et moyens producteurs. Donc on insiste particulièrement donc, sur ce point. Et les organisations paysannes au niveau africain, la ROPA, dont on parlerait, a lancé un appel à Niamey en 2006 pour insister sur un point, pour dire que si on veut y arriver, les pays et les États doivent accorder 10% du budget national au financement de l'agriculture. 10% du budget national de chaque pays doit être alloué à l'agriculture si nous voulons aller dans le sens de la souveraineté alimentaire qui devra nous permettre d'atteindre nos objectifs de sécurité alimentaire. L'ONU avait lancé les OMD, les organisations du millénaire pour le développement. Là, il fallait réduire l'extrême pauvreté et la faim. C'était l'objectif, c'était en 2015. Mais je pense que la pauvreté et la faim, en 2015, ont augmenté plutôt que diminué. Ensuite, il y a eu les objectifs de développement durable. L'objectif numéro 1, qui est donc l'éradication de la pauvreté, et l'objectif numéro 2, c'est la lutte contre la faim. Donc vous voyez qu'il y a quand même malgré tout aujourd'hui beaucoup de travail à faire. Quelques mots sur l'insécurité alimentaire en Afrique. Quelle est la situation en Afrique? C'est pas si vous voyez bien sur cette diapositive. En Afrique, il y a environ 768 millions. Alors dans le monde, il y a 768 millions de personnes aujourd'hui qui sont sous-alimentées.
Donc on veut dire qu'ils ont faim. Alors que nous pensons que le monde quand même a assez de richesses aujourd'hui pour pouvoir alimenter toute la population. En Afrique, c'est 278 millions. En Afrique, 278 millions de personnes donc, qui ont faim. Presque, on peut dire, 15 à 18 fois la population donc, du Sénégal. Si on regarde, tout à l'heure, je parlais de la consommation alimentaire et de l'apport énergétique. Les aliments que nous consommons, combien d'énergie ça nous apporte? De 1965 à 2030, projection de 2030, 1965, notre alimentation nous apportait à peu près 2000 kilocalories. En 2030, la projection est de 2500 kilocalories. Donc, en deçà des 2700, c'est le seuil qui est fixé pour être en situation de sécurité alimentaire. Si on compare par rapport aux autres pays, la moyenne mondiale, elle est passée de 2358 kilocalories par personne à 3050 kilocalories. Donc, vous voyez qu'ici, qu'en Afrique, par rapport aux pays de développement, c'est 2900. Si on regarde ce tableau, on voit que c'est en Afrique que le taux d'apport énergétique est le plus bas. Donc, ça justifie, ça montre pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont malnutries au niveau de notre continent. Donc, le taux d'insécurité alimentaire, ici, on voit dans chaque continent la prévalence de l'insécurité alimentaire. De 2014 à 2021, le champion, c'est qui? À votre avis, c'est l'Afrique. Nous sommes là, en haut. Mais, vous voyez, malgré tous les objectifs qu'on s'est fixés, l'insécurité alimentaire ne diminue pas, elle augmente. Bien sûr, il y a un ensemble de facteurs dont il faut tenir compte, tels que l'insécurité militaire, tels que les facteurs de la paix, les guerres, donc autres qui existent, mais un facteur déterminant, c'est que la consommation alimentaire est insuffisante. Ceci est paradoxal, la situation de l'Afrique, parce qu'on dit que 65% des terres arables restantes, 65% des terres qui restent pour nourrir le monde en 2050, jusqu'en 2050, 65% de ces terres se trouvent en Afrique. Mais l'Afrique importe plus de 100 millions de tonnes de nourriture. Et nous avons des vastes étendues de savane qui, à elles seules, donc c'est estimé à 400 millions d'hectares. Donc c'est le paradoxe de l'Afrique. Et ensuite, en Afrique, il y a, en tout cas, une gamme extrêmement importante de produits alimentaires qui ne demandent qu'à être valorisés. Des céréales, des légumineuses, des racines, des tubercules, des feuilles et autres, donc qui ont beaucoup de propriétés nutritionnelles. Après cet aperçu sur le Sénégal, sur l'Afrique, on va dire quelques mots sur notre pays, le Sénégal. D'abord, le Sénégal, nous sommes environ aujourd'hui un peu plus de 16 millions, parce que nous sommes en 2023, presque 18 millions. Il faut retenir qu'en 2020, nous étions 16 millions. En 2030, 21 millions comme prévu. 2050, 33 millions. Et 2100, prévu 63 millions. La population. Oui, vous avez quelque chose à dire? Non, très bien. Donc, vous voyez ici, si on regarde la croissance de la population, elle est une croissance exponentielle et les tendances montent. Voilà. Mais ces personnes, il faut les nourrir. Il faut alimenter ces personnes. Ça veut dire que les besoins, vu l'accroissement démographique, la population augmente, donc elle aura besoin de céréales, de viande, de lait, etc. Il faut que ces populations, il faut qu'elles soient nourries. Sinon, nous allons vers des difficultés très importantes. La dernière enquête qui a été faite, ENSA, qui a été faite en 2019,
les résultats. Donc, la sécurité alimentaire acceptable, c'était 56 personnes. 56%. 56% de la population avait une sécurité alimentaire, si on peut dire, acceptable. Pour 36%, elle était limite. Pour 7,2%, elle est modérée. Et pour 0,5%, donc elle était sévère. Mais à moins, on peut retenir que la sécurité alimentaire acceptable, le niveau demeure encore faible, même si des efforts ont été faits et qu'il faut reconnaître, et que ces chiffres sont meilleurs que beaucoup de régions sud-africaines, mais c'est seulement 57% de la population. Donc il y a un niveau de sécurité alimentaire qui est acceptable. On a parlé tout à l'heure des conséquences de l'insécurité alimentaire qui va se traduire par un retard de croissance, par une malnutrition aiguë et également par, si je peux dire, un déficit pondéral. Sur ce groupe, nous avons la malnutrition chronique, c'est-à-dire des enfants qui ont un retard de croissance. En 2014 et 2019, vous voyez, malgré tous les efforts qui ont été faits, ça n'a pas tellement bougé. Ça n'a pas tellement bougé. Donc, nous étions à 18%, et là, nous sommes aujourd'hui à 17%, à 18%, à 18% environ. Si on s'intéresse à la malnutrition aiguë, également, on voit que 2014 à maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais les niveaux étaient faibles. Et là, en 2019, ce qui est important, il faut s'en féliciter, on a vu donc une chute de la prévalence. Je parle des derniers chiffres, donc de 2022 et de 2023. Bon, il y a les carences à micronutriments, mais je vais passer, peut-être qu'on en parlera. Si on s'intéresse à la production agricole, là, il y a un effort qui a été fait pour les céréales. On est passé de 1 271 000 tonnes, on est arrivé à presque 2 700 000 tonnes. Donc je pense que tous les efforts qui ont été faits dans le secteur agricole, en particulier le PRACAS et autres, ont permis d'augmenter de façon considérable, je veux dire, donc la production céréalière, bien qu'elle soit encore insuffisante. Pour les fruits et légumes, donc voilà les tendances. Également, en 2019, on a eu donc une augmentation. Il y a des efforts qui sont faits donc, dans ce sens. Même chose également pour la production des fruits et des légumes. En 2019, on a eu donc une augmentation. Mais là, le point sur lequel je voulais insister, c'est l'arachide. Sur l'arachide. Parce que l'arachide, c'est une culture alimentaire, nutritionnelle, industrielle, mais également qui apporte de revenus au monde paysan. Et là, on voit ici que pour l'arachide, donc les taux donc, sont faibles. Concernant le budget qui est consacré à l'agriculture, ici, vous avez cette ligne, 10% qui indique donc la ligne de seuil qui était demandé par les organisations paysannes, par tout le monde, les chefs d'État, tout le monde était d'accord là-dessus. Donc, ce qu'on appelle les engagements de Malabo. Et nous voyons qu'en ce qui concerne l'évolution de la part des dépenses agricoles, 2012, on est à 18%, ensuite 11, on est tombé à 5, très faible, ça a monté. Et puis, vous voyez que les investissements, car le budget, la part des dépenses agricoles dans le budget donc, est faible. Et loin, pour l'instant, des 10%. Et je crois qu'il faut continuer d'insister. Et si nous voulons nous en sortir, que ce taux soit porté à 10% ou plus et qu'il y ait donc des investissements donc, massifs. Malgré tous les efforts qui ont été faits concernant les céréales, nous avons un déficit. Un déficit de 978 000 tonnes d'arachide, de céréales. Et vous voyez, nos taux de suffisance, la couverture de nos besoins, nos taux d'autosuffisance en céréales n'est que de 57%. Ce qui est encore faible. Ça veut dire qu'il faut encore faire beaucoup d'efforts, accentuer les efforts qui ont été faits pour que notre production céréalière, que nous puissions, local, puisse couvrir au moins 90% donc, de nos besoins. Et bien sûr, nous importons, dans ce cas, du riz, du blé, du maïs,
de l'huile de palme, du sucre raffiné, des oignons, des tourteaux de soja, des sorts de blé, également de la pomme de terre. Donc vraiment, bon, ça ce sont les grosses importations. Mais je pense que si nous augmentons ce budget et que nous faisons des efforts, vraiment je pense qu'on peut se passer plus tard de ces importations ou bien qu'elles soient réduites à la portion congrue, à la portion congrue. On ne peut pas s'empêcher d'importer, mais ça n'occupera pas. Donc une part extrêmement importante dans notre budget. Du point de vue de la balance commerciale, là aussi c'est les alertes. Les importations de produits agricoles, 329 milliards en 2016, et sont passées à 529 milliards en 2021. L'élevage, on est passé de 4 milliards en 2014 et à 16 milliards en 2021. Donc, vous voyez, hein, comme on dit, tout ce que nous produisons là, notre ventre là nous coûte cher. Hein? Tout ce que nous produisons, tous les efforts qui vont être faits, va servir à acheter de quoi manger. Donc il faut produire pour faire des économies. C'est tellement évident qu'on se demande pourquoi on n'y arrive pas. Par contre, la pêche, il y a les exportations qui ont beaucoup augmenté. 195 milliards à 316 milliards. Soit un taux d'accroissement de 62%. Ça a augmenté, mais on s'est rendu compte aussi qu'au niveau local, l'offre a diminué. Au niveau local. Chacun d'entre nous, il n'y a même pas besoin de savoir. Hein? La disponibilité du poisson qu'on a sur les marchés, ou bien quand on va les acheter, on voit bien qu'il y a donc des poissons aujourd'hui qui ont disparu. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a beaucoup de conflits et de crises entre pêcheurs à gauche et à droite, parce que la source de vente est rare, chacun veut protéger donc, ce qu'il a. Bien sûr, il y a la faiblesse du développement du secteur industriel, agro-industriel. Quasiment nos grosses usines qu'on avait dans le temps, de tomates, transformation de la tomate, transformation de l'arachide et autres, etc. Donc, ces usines sont devenues, si je peux dire, donc désuètes. Et malgré tout, les petites et moyennes entreprises de transformation, on ne les a pas développées comme il faut. On ne les a pas développées donc comme il faut. Je vais aller vite. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte. Nous avons connu la politique et ce n'est pas fini. À un moment, tout le monde était cloué, plus personne ne bougeait. Et il y a des pays qui ont dit, moi, ce que j'ai produit, je ne le vends plus, je le garde. Nous avons la crise sécuritaire au Sahel. On pouvait acheter du mieux au Burkina, au Mali, etc. Il y a des crises. S'il n'y a pas la sécurité dans ces zones, ce n'est pas évident que les mil et le maïs, et même les moutons, donc, puissent venir. On sent déjà une augmentation des prix à cause de la question de l'insécurité dans le Sahel. La guerre en Ukraine. On a vu les gouvernements africains obligés d'aller se déplacer. Donc, pour aller en Ukraine également en Russie, pour qu'on puisse ouvrir des corridors, pour qu'on puisse acheter donc, des céréales, le blé en particulier, mais surtout donc, les engrais. Une crise énergétique au plan mondial, une crise alimentaire, bon, l'inflation a augmenté au plan mondial. Bon, il y a une crise financière et les changements climatiques. Donc il faut qu'on s'adapte au fait que la nourriture là, elle va être rare, de plus en plus rare, et il y aura des moments où on ne pourra pas l'acheter, même si on a des ressources. D'où l'impératif de développer notre propre agriculture. Les chefs d'État africains donc l'ont bien compris, et à Dakar, s'est tenu avec la BAD il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, donc le sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience. Et le président de la Banque africaine disait que l'Afrique n'a pas le choix, car le temps ne joue pas en sa faveur au regard de la croissance démographique en cours sur le continent, ce que nous avions dit au début. Nous devons prendre des mesures décisives dès à présent pour sécuriser l'approvisionnement. Il faut des systèmes alimentaires plus productifs, efficaces, compétitifs, dynamiques, écologiquement durables. Seront d'accord avec le mot qui lance sur le fait que l'Afrique doit devenir, que l'agriculture doit devenir le nouveau pétrole donc de l'Afrique. Il va citer 4 piliers: valoriser la recherche, améliorer la mécanisation agricole, maîtrise de l'eau, utilisation de technologies appropriées, y compris la transformation, élargir les surfaces exploitées, améliorer l'accès des produits sur le marché, les infrastructures, l'interconnexion transfrontalière, les équipements de stockage, la conservation, la transformation,
et soutenir les petits exploitants, notamment les femmes et les jeunes. Le gouvernement du Sénégal, pour sa part, a développé donc, ce qu'on appelle le Compact Sénégal, dont l'objectif est l'amélioration et l'accroissement durable de la productivité, de la production, des produits agricoles, animaux, aquacoles, par l'extension de surfaces, notamment irriguées, l'intensification des systèmes de production par l'accès aux intrants et aux services et la transformation des produits. Le financement prévu est de 1592 milliards. 1592 milliards pour, à l'horizon 2028, augmenter la production de riz de près de 2 millions de tonnes, de maïs de 1,5 million, de blé de 270 000, 4 millions d'œufs également et 650 millions de litres de lait. Et aussi développement de l'aquaculture. Mais ce programme prévoit aussi des interventions focalisées sur le maintien de la capacité actuelle de la transformation de l'arachide et l'atteinte d'une capacité de 44 000 tonnes de tournesol. Donc, nos amis du CNCR nous diront ce qu'ils en pensent. La construction d'un abattoir moderne et l'accroissement des capacités de transformation et de mise en marché des autres filières. 2023, ça fait près d'un quart de siècle, 25 ans. Nous avons connu beaucoup de programmes. Le plan REVA, nous avons connu la Guana, le plan Maïs, le plan Bissap, le plan Manioc, le PSE, etc. Dans tous ces programmes, les gouvernements ont voulu changer la situation, ont mis effectivement beaucoup d'argent à disposition, mais les résultats montrent que ça n'a pas tellement marché, ça n'a pas tellement fonctionné. Je crois que peut-être que nous essaierons d'échanger là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'il faut que le Sénégal lâche son chantier, qui moi me semble le plus important dans le pays, c'est le chantier, le Sénégal nourrit le Sénégal. C'est ça le chantier, le grand chantier, que le Sénégal va nourrir véritablement le Sénégal grâce à une politique de souveraineté alimentaire pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire. Mais cette agriculture aussi, comme on dit, il ne s'agit pas de produits pour produire, on doit avoir comme objectif, comme on dit, d'améliorer l'état nutritionnel des populations. Qu'il y ait moins de retard de croissance, qu'il y ait moins de malnutrition chronique, qu'il y ait moins donc de carences en micronutriments. Parce que nourrir sa population afin qu'aucun citoyen n'ait faim ou se couche le ventre vide, aucun chantier ne saurait être plus prioritaire que celui-ci. Créer les conditions de nourrir sa population à partir de sa propre production d'abord, c'est d'abord une source de souveraineté. C'est une source d'indépendance et de protection contre l'arme alimentaire qu'on peut utiliser. Là, on le vit en live avec la guerre en Ukraine, entre la Russie et les autres. Ouvrez le corridor, n'ouvrez pas le corridor, laissez les bateaux passer, qu'ils ne passent pas, il y a le blé, il y a machin, on voit. Donc, on revient dans le débat que nous avons eu dans le passé sur l'arme alimentaire, et également contre les émeutes de la faim. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des profils des émeutes, les gens se ruent dans les magasins, etc., prennent de quoi manger. Donc, puis les sacs de riz, l'huile, les laits, etc., et tout, parce qu'ils en ont besoin, ils n'en ont pas donc chez eux. La souveraineté alimentaire ne doit pas être un slogan, mais un combat de tous les jours qui doit engager le gouvernement et les différents acteurs. Donc nous avons élaboré, enfin, certaines pistes. Si vous voulez insister donc sur certaines, pour dire que couverture de nos besoins alimentaires à partir de notre propre production. Riz, mil, maïs, sorgho, fognon, mais également l'huile qui apporte de l'énergie, également le sucre, bien sûr. Tout ça dans des proportions qui ne nous génèrent pas, bien sûr, des maladies. Mais il faut qu'on augmente les disponibilités dans ces aliments, je dis, qui sont énergétiques. Couvrir également nos besoins en protéines, parce que c'est ça, grâce à l'arachide, le niébé également, donc pour les protéines animales de poisson. Doubler les apports en vitamines et minéraux par le maraîchage. Consolider la part de marché de nos produits pour lesquels nous avons des avantages certains. La question de la souveraineté en engrais et en semences de qualité pour les présentes spéculations. Là aussi, le débat se pose. Est-ce que nous avons des entités industrielles qui peuvent produire des engrais? Si elles produisent des engrais, ces entreprises ne devraient pas être donc d'abord nationales pour assurer notre sécurité alimentaire. Et la question également des semences, parce que chaque année, c'est la question des semences qui se pose.
des semences qui ne sont pas certifiées, des semences qui ne sont pas de bonne qualité. On ne peut pas avoir toutes les semences, mais on fait l'effort de dire que dans certains domaines, tels que l'arachide, le pays va faire tous les efforts pour avoir des meilleures semences certifiées au niveau mondial, non pas qu'on importe, mais même que nous serions en mesure d'exporter. Les pertes post-récolte, il faut les réduire, et post-capture de 50%, et aussi préserver les ressources halieutiques. Ça veut dire que les quotas de pêche qui sont donnés à certaines entreprises, à certaines structures, il faut en rediscuter et les réduire. Les réduire de façon à ce que ces poissons légaux puissent être véritablement disponibles pour les populations maintenant et pour les générations futures. Bien sûr, la question de l'agriculture durable agroécologique, qui est d'actualité, parce que dans l'avenir également, et pour une bonne santé, cette agriculture doit se développer. Mettre les exploitations familiales au cœur de la souveraineté alimentaire, accompagner le développement de l'agriculture, adossé à un développement industriel. Pour certains secteurs clés, il faut que le développement de l'agriculture soit accompagné véritablement par le développement d'unités et d'entreprises agroalimentaires de transformation si nous voulons véritablement nous en sortir. On va créer de la valeur ajoutée, on va créer de la richesse, on va également créer donc des emplois. La Sonacos, qui était une grande ministre, il faut la réhabiliter, la moderniser. Et nous étions les champions de l'arachide dans le monde, même s'il y avait des critiques par rapport à ça. Je pense que la Sonacos devrait être un champion du développement agro-industriel. Toutes ces unités de transformation de l'arachide, il faut les mettre à niveau pour produire de l'huile, source d'énergie, mais également comme source de protéines animales pour les troupeaux, particulièrement pour le bétail et autres. Diversifier l'offre des produits à base d'arachide grâce à l'innovation. L'arachide, ce n'est pas seulement, comme on dit, le tigadégué, le guerre de chaff et le guerre de sucre, etc. On devrait créer énormément de produits diversifiés. L'arachide, donc, mais il faut s'appuyer sur la recherche et sur l'innovation. Assainir le secteur de l'arachide, parce que chaque année, le problème se pose. Nos bons ne sont pas payés, nos bons sont payés, il y a des problèmes ici, les gens n'ont pas leur argent, etc. Et tout cela, il faut assainir, que ce soit le secteur de l'arachide, de la commercialisation, le secteur des semences, le secteur également donc des engrais. Si nous voulons véritablement atteindre notre objectif de sécurité alimentaire, grâce donc à une politique de souveraineté alimentaire, il faut mettre de l'ordre, il faut assainir. Donc, et ensuite, il faut des prix rémunérateurs pour l'arachide, et également pour les produits locaux, de façon à ce que ceux qui produisent véritablement ils puissent capter une part de l'argent, et ça peut être attractif pour les jeunes, parce que si on ne le fait pas, effectivement, les jeunes, s'ils ne gagnent pas assez en s'investissant dans l'agriculture, on peut dire qu'ils ne vont pas aller dans ce sens. Là aussi, comme on parle de l'arachide, je plaide pour l'Institut de l'arachide donc du lycée. Donc, au Sénégal, même s'il y a des chercheurs qui font de la recherche sur l'arachide, je pense qu'il est important d'avoir des instituts spécifiques donc, sur les richesses du pays et leur donner tout ce qui est nécessaire. C'est l'arachide, c'est dans le domaine de l'arachide. C'est aussi dans le domaine de la pêche et du poisson. Parce que je me dis, c'est là également peut-être donc du mil avec d'autres institutions donc, qui existent. Développer des minorités. Aujourd'hui, les principales minorités qui existent au niveau du Sénégal, c'était bien. Donc, on voit celles qui sont industrielles, elles ont tourné vers le blé. Et vers le blé qui est importé. Donc, comment allons-nous faire pour augmenter la production de mil, de riz, de maïs, également de foignon, mais aussi on va cultiver du blé. Mais il faut aussi que dans ce domaine, qu'on puisse avoir des unités qui puissent être véritablement donc, opérationnel et développement de la filière mil, le mil et le sorgho. Le mil, parce qu'avec le changement climatique, mais il va y avoir, parce que malgré tout, le riz aussi demeure exigeant à nous. Il faut développer aussi donc, le mil et le sorgho, d'autant plus que ce sont des aliments qui n'ont pas de gluten. Il y a des gens donc, qui veulent donc, des aliments qui n'ont pas de gluten. Donc il y a une part de marché, donc il va y avoir. Modernisation des milieux d'unités de transformation. Les femmes, elles font énormément d'efforts. D'ailleurs, on ne quantifie pas assez donc, la part qu'elles apportent à l'économie donc, nationale.
nationales. Donc toutes les unités qu'elles ont, qu'ils transforment également, il faut les appuyer, les moderniser. Renforcer les unités de transformation de la tomate. Donc il y a des domaines où vraiment je pense qu'on fait des champions parce qu'on sait le faire. Donc, l'arachide, les champions. La tomate, également, ça c'est parce qu'on parle d'industrialisation. On dit qu'il faut industrialiser. Donc les domaines dans lesquels on avait au moins des industries, il faut peut-être voir comment est-ce qu'on peut, réhabiliter ces industries, mais surtout aller dans le sens aussi de l'innovation pour créer donc des choses nouvelles. Gros problème, consommer le sénégalais. Tous on dit consommer sénégalais, mais c'est assez compliqué pour nous. Le sénégalais, petit déjeuner, café, importé, lait en poudre, l'importé, pain, importé, sucre, importé, on passe. Tiep, la moitié est importée. D'huile, l'huile. C'est bon. L'huile également, donc est importée. Tomate également qui est importée. L'oignon, au moins on produit, mais on préfère l'oignon qui est importé. Quand on est content, il finit, on dit qu'on voit du thé qui est importé. Vous voyez, tout ça, tout ce que nous mangeons et nous consommons est importé. Mais ça va poser des problèmes particulièrement donc, pour les villes. Pour les villes, parce que les villes ne produisent rien, les villes ne peuvent pas cacher. S'il n'y a pas assez d'argent pour acheter ou qu'il y a des problèmes et des difficultés, effectivement, on va avoir donc, des problèmes. Promouvoir un partenariat gagnant-gagnant entre agriculteurs et formateurs industriels. Parce qu'on dit que les producteurs n'ont pas assez livré, les autres disent que l'industrie n'a pas assez payé, mais je pense qu'on peut trouver des mécanismes pour permettre aux uns et aux autres de s'y retrouver. Pour le plan de l'élevage, produire des vaches laitières à haut potentiel et le développement d'aliments de bétail. Je voudrais insister sur un point, ça c'est un plaidoyer que je fais, donc pour moi en tant qu'ancien chercheur, donc c'est dans le compact Sénégal, je n'ai pas vu la part qui revient aux institutions de recherche et aux universités dans ce domaine. Je ne pense pas que l'on puisse relever le défi de la souveraineté alimentaire donc, et de la sécurité alimentaire si on ne renforce pas les moyens des instituts de recherche, en particulier de l'ISRA, de l'ITA et également des universités donc, dans ce domaine. Donc je pense qu'il faut véritablement injecter assez d'argent dans tous ces secteurs pour que les gens donc, puissent sortir de façon à avoir une masse critique et aussi donc, relever les moyens d'investigation. En 2007, lorsque j'ai commencé à écrire l'article, j'ai fait marche documentaire, et vraiment j'ai trouvé un article que j'avais écrit en 2007. En 2007. Ça fait je ne sais pas combien d'années maintenant, un peu plus de 15 ans. Mais vraiment, j'ai trouvé ce que j'ai dit là. En 2007, j'avais écrit la même chose. Ça dit que les choses aussi n'ont pas bougé. C'est un article que j'avais fait sur la contribution des prix, hausse des prix du pain et du riz. Aujourd'hui, on va voir que le sucre et l'huile ont légèrement augmenté. Dans quelques temps, on va voir que le riz aussi donc a augmenté parce que les marchés mondiaux sont comme ça, parce qu'on ne fait qu'importer. Donc, il nous faudra avoir une autre politique et consommer sénégalais. Pour terminer, je voudrais vous montrer cette image quand on dit j'étais allé dans un supermarché, je ne dirai pas lequel. C'est du riz et des céréales locales que je voulais acheter. En haut, des rayons, tout c'était des produits importés. Et pour avoir mon maïs, mon tchakri et tout, mais vraiment, il fallait que je me baisse là, hein, jusqu'en bas du rayon, pour pouvoir acheter les produits dont j'avais besoin. Ça montre un peu la place que l'on accorde aux produits agroalimentaires. Donc, je pense aussi, pour terminer, que la bataille pour la souveraineté alimentaire, c'est tous les acteurs qui doivent être véritablement engagés là-dessus. Et nous aussi, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, nous avons une responsabilité dans ce sens. Voilà en gros ce que je voulais dire. Je voulais m'excuser si donc j'ai été long. Merci beaucoup. Merci professeur, merci. Non, je pense que vous avez été long, détaillé, mais c'était nécessaire en tout cas pour mieux saisir d'abord le concept lui-même de souveraineté alimentaire. J'avais oublié de dire à l'entame de mon propos que je voulais
vous proposez un format, c'est-à-dire écouter les deux conférenciers et ensuite donner la parole au public une bonne fois. Je crois que c'est ce format-là qui semble. Oui, oui, tu peux. Alors, le professeur, je disais tout à l'heure, même si vous avez été long, ça nous a vraiment servi de leçon inaugurale. Vous avez discerné d'abord les concepts de sécurité alimentaire, d'autosuffisance alimentaire et de souveraineté alimentaire, en les décortiquant de par leur caractère manifeste, mais aussi et surtout de par leur visée. Et vous aviez défini également les zones de croisement entre ces concepts d'autosuffisance, d'insécurité et de souveraineté. Et nous avions bien vu que même si on parlait d'autosuffisance vers les années 70, il y a encore, en 2023, où nous parlons aujourd'hui de souveraineté, quelques caractéristiques d'autosuffisance qui sont présentes dans notre quotidien. Parce que vous aviez vous-même montré qu'en Afrique, on ne mange pas encore à sa faim. On n'a pas suffisamment d'éléments nutritifs, disons énergétiques, jusqu'à présent. Et quand je regarde vraiment le nombre de personnes que vous avez, je crois que c'est 78 millions de personnes qui ont encore faim en Afrique, ça m'inquiète. À l'heure où on ne parle même plus seulement d'autosuffisance, mais de surabondance de nourriture. Qu'est-ce qui expliquerait le fait qu'il y ait au monde encore des gens qui ne mangent pas à leur faim? Qu'ils ne mangent pas bien, on peut comprendre, mais qu'ils ne mangent pas à leur faim, c'est inexplicable. Bien, vous aviez terminé par faire des propositions que j'appelle donc des recommandations. Je vais, si M. Ba est prêt. Comment? Quelques soucis techniques. Donc je vais juste... voilà. Comme je disais tout à l'heure, dans les caractéristiques donc, de ces trois concepts, la zone qui les réunit, à mon avis, ce sont les quelques éléments que vous aviez évoqués, c'est-à-dire la disponibilité de la nourriture, sa durabilité, sa stabilité, son mode d'utilisation et les habitudes que nous cultivons également. Donc c'était, à mon avis, une zone de convergence des trois concepts clés que vous aviez annoncés et qui me paraît également être des éléments à mettre dans le débat. Pourquoi la nourriture n'est pas suffisamment disponible pour nous assurer une bonne consommation, une santé saine après, et pourquoi ces aliments ne sont pas durablement obtenus, et qu'est-ce qui empêche cette stabilité, même si vous avez évoqué vers la fin des conflits militaires et autres. Alors, voilà en gros le budget aussi. Je ne sais pas si il y aura certainement des gens qui vont intervenir. Pourquoi on n'arrive toujours pas à atteindre les 10% d'investissement dans le secteur agricole pour atteindre une agriculture de développement? Ça aussi, je pense que dans la salle, certainement, on aura des interventions dans ce sens-là. Qu'est-ce qui empêche le fait de rehausser le budget de l'État pour développer notre agriculture?
Oui, professeur. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui, pourquoi pas. Oui. D'accord. Mais en fait, je craignais que ça tire en longueur alors que le deuxième présentateur... Non. C'est presque prêt. Moi, je ne veux pas tirer en longueur comme on dit. Bien. Nous sommes très pragmatiques par rapport à... Bien, donc, sans tarder, comme je l'ai dit, je vais donc donner la parole... Hein, c'est bon? Je vais donc profiter pour présenter le professeur Boubou. Je crois qu'il est prêt, hein, c'est terminé là. Je vais présenter le professeur, le monsieur Sidiba. On n'est pas professeur, mais producteur agricole. Oui, non. Mais c'est également, disons, de l'enseignement hein, dans tous les cas. Bien, je crois qu'il faut... Je présente le deuxième intervenant de l'association Espace Populaire d'échange de Dakar. Il se nomme Sidiba, il est producteur agricole, il est président du comité régional sur le suivi et l'évaluation de projets et programmes politiques publics, coordinateur régional du groupe de dialogue sur les politiques publiques, président du cadre régional de concertation des ruraux Kaolack, chargé de communication et porte-parole du CNR, Conseil national de concertation et coopération des ruraux. Il est secrétaire général du cadre de concertation des producteurs agricoles, membre fondateur de plusieurs mouvements et associations villageoises de développement. Monsieur Ba, je vais citer seulement quelques associations, par exemple les GIE d'hommes, adultes, de femmes et de jeunes dans l'arrondissement de Sibassor. Il est membre du conseil d'administration du Conseil national de concertation des ruraux, membre fondateur de la COPAGEN, le point focal, et membre du groupe de coordinateurs régional. Donc, M. Ba, comme il l'a dit, c'est un homme de terrain. C'est quelqu'un qui va nous montrer comment toutes les théories que les universitaires mettent en place se pratiquent sur le terrain. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ou alors est-ce qu'il y a une sorte donc, de conformité entre ce que la théorie dit et ce que la pratique montre? Monsieur Ba, vous avez la parole. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie notre ami Ahmed Diro. Il a dit que j'ai connu quand il était recteur de l'université Saloum, et là Ibrahim Agnès. Je salue dans la salle des amis que j'ai connus il y a longtemps et d'autres aussi que j'ai connus il y a récemment. Je veux citer le professeur Diagan Diouf, avec qui je travaille dans le cadre du projet PETAL, un projet dont on a initié ensemble pour le compte de la promotion de l'agroécologie avec nos étudiants au niveau de l'UCN. Vous me permettrez de saluer Bouba Diop que j'ai connu depuis longtemps, et Omar Tandian, un ami qui travaille à Enda Pronat et qui est membre du conseil d'administration du groupe Enda Tiers-Monde. Sans oublier Michel Ndoye, ancien directeur d'ITA, avec qui on a travaillé sur l'arachide, sur les problèmes d'aflatoxine, quand il était directeur. Je salue aussi mon ami Demba Moussa Dembélé, que j'ai aperçu dans la salle, et avec qui aussi je partage beaucoup de valeurs et beaucoup de choses. Sans oublier aussi le docteur Cherli, que j'ai aperçu aussi. Il est chercheur à l'IPAR et il fait beaucoup de bonnes choses avec nous, les organisations de producteurs, surtout dans le domaine de l'agriculture. Sans oublier Mamoudou Ibrakan, qui était présent mais qui vient de nous quitter. Donc, comme vous le savez, le professeur Guiro a abordé une bonne partie de la thématique. Mais néanmoins, en tant que producteur agricole, et comme je l'ai dit, je me présente, je m'appelle Sidiba, je suis producteur agricole, j'habite Ganyay, et c'est là-bas où j'exploite, c'est là-bas où je travaille. Et je suis membre du CNCR. Le CNCR, c'est le Conseil national de coopération et de concertation du RIRO.
et qui est l'une des plateformes paysannes les plus importantes. Et là, je profiterai de l'occasion aussi pour vous transmettre les salutations du président Nazirou Sall. Nazirou en est le président. Lui, il est producteur agricole, il est basé à Donaï-Tari, c'est un producteur de riz. Et un autre producteur aussi qui est membre d'une de nos plateformes économiques qu'on appelle l'ASPRODEP, l'Association pour la promotion et le développement à la base. Là, elle est dirigée par M. Babacar Diop, aussi qui est producteur agricole, qui est basé à Sescao dans le Ross-Bétio. Et je n'oublierai pas aussi de vous transmettre les salutations de mon président, le président de notre organisation qui s'appelle M. Amidou Diop. Amidou Diop est producteur agricole basé à Ndramé-Escale, aussi où il est maire de cette commune. Donc, sans plus tarder, je vais tenter, dans le plan que je vais vous présenter, le plan que je vais vous présenter, c'est quelques définitions de la souveraineté alimentaire. M. Guirous est largement revenu là-dessus. Et le contexte national et sous-régional de la souveraineté alimentaire que nous voulons développer, et les fondements d'une stratégie de la souveraineté alimentaire, point de vue des organisations professionnelles agricoles, et plus particulièrement celle du CNCR, qui a eu à faire une retraite au mois d'avril sur ce sujet. Et quel régime alimentaire souhaitons-nous pourvoir, comme l'a dit le professeur Gomis. Et nous avons notre point de vue, nous avons une opinion par rapport à ça. Et sa promotion aussi à l'échelle régionale de la CEDEAO par les organisations professionnelles agricoles, membres du ROPA. Le ROPA, c'est le réseau des organisations producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Allez-y, slash. Oui. Donc, quelques définitions de la souveraineté alimentaire. On a 3 concepts qui sont succédés au cours de ces dernières années pour décrire les politiques alimentaires envisagées ou poursuivies par nos États. Guiraud l'a tantôt dit, l'autosuffisance alimentaire nationale avait constitué le credo des années 60 dans la phase de la construction des États-nations. Elle est la satisfaction de tous les besoins alimentaires par la production nationale. Ça, c'est selon la définition de la FAO. L'autre concept aussi, il est revenu largement là-dessus, peut-être je ne vais pas tellement m'appesantir là-dessus, qui lui a succédé lorsqu'il s'agit de réformer et de libéraliser les économies, y compris agricoles. C'est en ce moment-là qu'on parlait de sécurité alimentaire. Et le concept de souveraineté alimentaire est venu après. Il a été promu depuis le sommet mondial de l'alimentation de 1993 par le mouvement paysan La Via Campesina. La Via Campesina, le CNCR est membre de La Via Campesina et les mouvements sociaux mondiaux qui ont largement fait un écho sur ça en 1996 et ce qui nous a permis de revenir de partager avec eux le concept de souveraineté alimentaire. S'il vous plaît, slash. Donc, nous, comme on le définit, et en nous basant un peu sur la Via Campesina, la souveraineté alimentaire exprime le droit pour les peuples et leur gouvernement à définir les politiques agricoles et alimentaires de leur choix. C'est important. Le concept de souveraineté alimentaire intervient dans une période de forte mise en cause et de la pertinence de la libéralisation du commerce international des produits alimentaires par l'OMC. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Il intervient également dans une période d'interrogation sur l'introduction des OGM. Les OGM, c'est les organismes génétiquement modifiés. Et par conséquent, sur l'autonomie des producteurs par rapport aux technologies de production en général, par rapport aux matériels génétiques, tels que les semences en particulier. Donc la souveraineté alimentaire exprime avant tout un double souci de retrouver des marges de manœuvre et la capacité de définir des politiques qui répondent prioritairement aux attentes des citoyens. Les citoyens que nous sommes, réduire les interdépendances internationales et développer des agricultures centrées sur les besoins nationaux ou régionaux. Donc, définir des politiques sans exercer le dumping sur les autres productions agricoles. La souveraineté alimentaire et le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Là aussi, c'est la Via Campesina qui l'a dit en 1996.
aptitude d'un pays à produire et à contrôler par ses propres ressources stratégiques et matérielles ses aliments essentiels. Donc, le contexte dans lequel nous baignons aujourd'hui quand on parle de souveraineté alimentaire, Guiro en a parlé tantôt, c'est le contexte changement climatique, crise sanitaire Covid-19, conflit, guerre russo-ukrainienne qui nous a coûté très cher, parler importation des engrais, importation du blé, et le président de la République a été là-bas pour demander à ce que les Ukrainiens nous aident à avoir de quoi manger. Choc économique et hausse des prix, y compris les intrants agricoles et aliments, bases, céréales sèches. L'année dernière, on a eu à le connaître avec une hausse vertigineuse des prix des semences et des engrais. Et l'insécurité dans la sous-région ont conduit à s'orienter résolument vers le renforcement de la souveraineté alimentaire. Là aussi, Guiro en a parlé tantôt. La guerre en Burkina, la guerre au Mali nous a coûté très cher parce qu'une bonne partie de nos productions aussi, on les échangeait entre nous et eux. Donc la stratégie de souveraineté alimentaire définie par l'État. La vision de l'État du Sénégal est d'avoir un secteur primaire, moteur de la relance économique et sociale durable, afin d'atteindre notre souveraineté alimentaire à l'horizon de 2028. Là, c'est le MAERSA qui l'a dit dans ce document. Donc l'objectif global de l'État est d'assurer aux populations sénégalaises une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, développer une meilleure résilience face aux divers aléas afin d'impulser un développement économique et social à l'horizon 2035. Sa démarche, concevoir en toute autonomie une politique alimentaire et nutritionnelle pour une production suffisante de qualité, de sorte à éviter le plus possible de recourir aux importations alimentaires. Cette production devra être accessible aux populations, conforme aux normes économiques, sociales et culturelles, tout en respectant l'environnement. Là, c'est l'État qui l'a dit. Mais nous, en tant que plateforme paysanne, quand on l'a exposé, nous avions demandé à ceux qui nous ont présenté cette stratégie, ne fallait-il pas faire une évaluation des différentes stratégies et initiatives avant de lancer cette nouvelle stratégie nationale de souveraineté alimentaire, des stratégies qui ont englouti beaucoup d'argent. Là, vous allez vous en rendre compte. Donc, si je prends l'exemple sur le PNAR, le programme national d'autosuffisance en riz, qui était lancé en 2008-2014, l'objectif global du PNAR était de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en riz. Les résultats qui étaient attendus, 1 600 000 tonnes de badi produits, 1 80 000 tonnes de riz blanc produits, avec un budget de 273 milliards. Là, c'est important. Et jusqu'à présent, on continue d'importer du riz. Donc là, c'est loin d'être atteint. Et les Sénégalais que vous êtes et que je suis, nous nous en rendrons compte. Il y a le PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de la culture, qui a été adopté en 2014 pour positionner la culture comme moteur de la croissance économique. Le coût de mise en œuvre du PRACAS se chiffrait à 581 milliards de francs CFA, ainsi répartis. 424 milliards de francs CFA pour le riz, 20 milliards pour l'oignon, 90 milliards pour l'arachide, 43,5 milliards pour les fruits et légumes de contre-saison. Et là aussi, bon, on est là, l'arachide ça recule, le riz ça stagne, et l'oignon peut-être on a eu à avoir des bons un peu en avant. Il y a le PASSAD aussi, le programme agricole pour une souveraineté alimentaire durable, là aussi c'est le PASSAD. Le coût global du programme était estimé à 1021 milliards de francs CFA pour la période 2022-2026. Le PASSAD devait s'articuler autour du programme de renforcement de la riziculture, du programme de développement de l'horticulture et du programme de développement des céréales sèches. Là, c'est 2022-2026. Et il y a le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré quand la Covid est intervenue, la pandémie de la Covid-19, et un choc sanitaire brutal à l'échelle planétaire avec un impact sur toutes les économies. Donc cette situation avait conduit à une révision des projections de croissance qui désormais tablait sur une révision de l'économie mondiale en 2020. Le coût de la stratégie était estimé pour la période 2019-2023 à 14 milliards 712 francs.
Et là, quand on nous a présenté cette stratégie, nous avons demandé aux responsables à la DA et aux responsables de cette structure-là pourquoi il ne fallait pas qu'on ait une évaluation exhaustive et une évaluation correcte de ces différents projets, de ces différents programmes que l'État a initiés, au lieu avant d'en aborder un autre, avant d'aborder cette stratégie de sécurité alimentaire. Pour le volet élevage aussi, on avait demandé à ce qu'on évalue les politiques antérieures pour tous les enseignements sur l'insémination artificielle, sur le projet Lumocaf, avant de proposer de nouvelles stratégies. Même la stratégie concerne les 3 grands secteurs, l'agriculture, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et toutes ces stratégies, le CNCR avait demandé, et avant de lancer la nouvelle, qu'on évalue les différentes stratégies qui ont été développées pour ces 3 secteurs, pour aborder de manière sereine, pour aborder de manière objective comment on doit faire pour que les Sénégalais, producteurs agricoles, pêcheurs et éleveurs que nous sommes, puissions satisfaire la demande des citadins que vous êtes. Donc nous, on s'est dit que les fondements d'une stratégie de la souveraineté alimentaire, du point de vue de nos organisations professionnelles agricoles, d'abord il faut miser sur les exploitations familiales pour la réussite de stratégie. Ce que le CNCR a toujours véhiculé dans son plaidoyer en direction des pouvoirs publics depuis son forum international sur les exploitations familiales qui s'est tenu ici à Dakar du 20 au 22 novembre 2012. Donc 11 ans après qu'ils ont su qu'il faut revenir en arrière et dire que, comme nous l'avons dit, que misons sur les exploitations familiales pour nourrir le Sénégal et le monde. Et là, nous l'avons dit depuis 10 ans, et peut-être c'est maintenant que les gens se sont rendus compte qu'il est temps qu'ils fassent machine arrière et prennent en compte ce que nous avions dit il y a 11 ans de cela. 11 ans, voire 12 ans de cela. Il a été démontré que les exploitations familiales agricoles sont les principales pourvoyeuses de nourriture et de richesse en Afrique de l'Ouest. Là, nos amis de la FONCS et d'autres organisations qui sont membres de la plateforme ont eu à faire une étude dans le cadre du bilan simplifié, voir l'apport des ménages, l'apport des exploitants agricoles dans la consommation des ménages au niveau du monde rural et à Dakar et autres. Les exploitations familiales agricoles disposent encore une marge de progression pour accroître considérablement leur contribution dans les différentes fonctions de la culture, à savoir nourrir les populations, la création de richesses et d'emplois et de gestion durable des ressources naturelles. Donc pour nous, il faut 3 piliers de la souveraineté alimentaire qu'il faut mettre en avant. Mettre l'accent sur les besoins alimentaires des populations. Mettre les besoins alimentaires des populations au cœur des politiques. Parfaire les connaissances et les compétences. Tirer profit des savoirs traditionnels. Utiliser la recherche, il en a parlé tantôt, pour appuyer ces savoirs et les transmettre aux générations futures. Pour nous, la recherche elle est fondamentale dans ce que nous faisons faire et ce que nous devons faire. Circonscrire le système alimentaire à une échelle locale réduite. Résister à la dépendance envers les entreprises étrangères. Le comportement du consommateur aussi, et sur ses préférences, doit être connu. Qu'il y ait une éducation nutritionnelle, campagne, médias, communication, protection sociale, acceptabilité des aliments que nous proposons, normes et traditions sociales qu'il faut respecter. Assurer un approvisionnement suffisant et stable en aliments sûrs et nutritifs. La chaîne valeur approvisionnement, système de production, diversité, production, innovation, approche sensible au climat et à la nutrition. Stockage et distribution, la transformation et le conditionnement, marché connecté aux exploitations familiales agricoles. Environnement, marché institutionnel, réforme politique fiscale, commerciale, réglementaire, promotion, consommer ce que nous produisons, fluidité, information, qualité et sécurité alimentaire. Là, je prends référence sur notre mentor, Mamoudou Sissoko. Lui, il ne mange jamais ce qui est produit ailleurs. Tout ce qu'il produit, il le consomme. Et nous, au niveau de notre plateforme, moi, je ne consomme pas le riz venant de l'extérieur, je consomme le riz produit au Sénégal, l'huile produite au Sénégal, au niveau de nos unités de transformation que M. Ndoye connaît très bien. Et tout ce que nous consommons, nous le produisons, et ça aussi, nous devons faire la promotion. Et même du point de vue de la banane, moi, je n'achète jamais les bananes venant de la Côte d'Ivoire. J'achète les bananes nous venant de la vallée de l'Anambé, pour promouvoir le consommer local. Et promouvoir aussi la cohérence avec les politiques sectorielles.
qu'il y ait une cohérence entre les politiques sectorielles au niveau de la culture, au niveau de l'élevage et de la pêche et de la santé, nutrition, industrie, commerce et protection sociale. Tout ça, il faut qu'il y ait cohérence entre ces différentes politiques sectorielles-là pour pouvoir promouvoir une bonne souveraineté alimentaire. Encourager la gouvernance multisecteur et multi-acteurs, ancrage institutionnel, éviter d'avoir une stratégie de souveraineté alimentaire productiviste. Là, il a parlé tantôt de révolution verte en Inde. On a vu à quoi cela a conduit. Et là aussi, c'est des projets, éviter aussi cela, c'est important, par un processus participatif inclusif, multi-acteurs et multisecteurs. Donc, le développement de la culture est de toute façon et de toute évidence une condition de la souveraineté alimentaire et passe par l'élaboration d'une politique agricole forte, efficace, adaptée. Il a parlé tantôt de 10% de Maputo et raffermi par Malabo, j'ai oublié l'année, mais là, tous nos États devaient accorder un budget de 10% à l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons un budget de 6 000 milliards. Si on nous accordait 10% de 6 000 milliards, c'est 600 milliards. Ça aurait permis à faire des avancées notoires. À quoi nous assistons? Quand j'ai regardé cette année le budget alloué au ministère de la Culture, il fait moins de 300 milliards. Et 300 milliards, il y a Salon Paris, il y a salaire fonctionnaire, il y a fonctionnement des institutions au niveau. Et on nous a dit aussi qu'on nous a, pour la campagne prochaine 2023, on a mis 100 milliards sur l'escarcelle, mais ces 100 milliards-là ne seront disponibles qu'en 2024. Donc 300 milliards et 200 milliards, 200 milliards et 100 milliards, ça fait 300 milliards. Donc on a un gap de 50% à régler pour pouvoir atteindre ce que nous voulons. Donc nous pensons, nous en tant qu'organisation de producteurs, pour le volet agriculture, pour la réussite de cette initiative, dans un contexte de changement climatique, de fortes poussées démographiques du pays et de pression sur les ressources naturelles et foncières, il faut, à l'échelle du pays, donner la priorité à la production par les exploitations familiales des denrées pour les marchés intérieurs et locaux, selon des systèmes de production diversifiés et écologiques. Veiller à ce que les agriculteurs reçoivent à juste prix leur production, afin de protéger les marchés intérieurs des importations à bas prix relevant du dumping. Là, Guiro en a parlé. Garantir l'accès à la terre, l'eau, aux forêts, aux zones de pêche et aux ressources à la faveur d'une véritable distribution. Reconnaître et promouvoir le rôle des femmes dans la production des denrées alimentaires et veiller à ce qu'elles aient un succès équitable, qu'elles aient un accès équitable aux ressources productives, qu'elles en aient la maîtrise. Veiller à ce que les communautés aient le contrôle des ressources productives par opposition à l'acquisition par des sociétés étrangères de l'eau, des ressources génétiques et d'autres ressources. C'est le phénomène d'accaparement des terres. Les conflits fonciers, on en voit toujours. Protéger les semences, et plus particulièrement les semences paysannes, base de la nourriture et de la vie elle-même. Veiller à ce que les agriculteurs puissent échanger et utiliser librement, ce qui suppose le refus des brevets sur la vie et l'adoption d'un moratoire sur les cultures génétiquement modifiées si elles sont introduites ou si elles sont en train d'être introduites, à défaut d'abroger la loi 20-2022 du 3 juin 2022 votée en procédure d'urgence par les députés de la 12e législature. Là, Demba a fait un grand panel, un grand plaidoyer là-dessus, Demba Moussa Dembélé qui est dans la salle, sur cette loi qui permet d'introduire les OGM sans consultation des acteurs de la société civile. Nous sommes sans consulter les organisations paysannes, qui a été votée en procédure d'urgence et qui a été dénoncée par toutes les organisations civiles de la sous-région, et plus particulièrement la COPAGEN. La COPAGEN, c'est la coalition pour la défense du patrimoine génétique africain. Et j'étais membre de ce groupe de coordination pendant une dizaine d'années, et là, nos amis d'Enda Ponat aussi, et de SICODEV, nous avons beaucoup lutté pour que cette loi-là soit abrogée à défaut d'être, qu'il y ait un moratoire à défaut de l'abrogation de cette loi. SICODEV, c'est l'organisation dirigée par notre ami Amadou Kanouké. Donc on a dit aussi qu'investir des fonds publics à l'appui des activités productives, des familles et des communautés, en mettant l'accent sur l'autonomisation, le contrôle local, la production de la nourriture pour les populations et les marchés locaux. Maîtriser l'eau,
maîtriser l'eau, de l'eau productive sur l'ensemble du pays. Tant qu'on parle et que les gens ne mettent pas l'accent sur cette maîtrise de l'eau-là, on n'ira nulle part. On ne va jamais émerger. On ne va jamais émerger si on ne peut pas travailler au moins 10 mois sur 12. Aujourd'hui, nous, au niveau de la région de Kaolack, qui sommes dans la zone subie, nous ne travaillons que 3 mois pour nourrir nos populations pendant 9 mois, 12 mois. Ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler pour avoir assez de mil, assez d'arachide, assez de maïs, en travaillant uniquement que 3 mois. Et s'il y a la pluie comme l'année dernière, il a beaucoup plu, on a enregistré beaucoup d'eau, mais on n'a rien récolté. Je regardais tout de suite le bulletin que le Sénat m'a envoyé. Pour tout le Sénégal, les exportateurs, les huiliers, ils n'ont pas pu collecter plus de 300 000 tonnes. Et les réserves, les semences à certifier font moins de 69 000 tonnes. Les réserves semences font moins de 150 000 tonnes. On nous a dit qu'on a produit 1 500 000 tonnes. Le gap, il est énorme. Donc le chiffre là dont il a fait parler tantôt là, moi je doute quand il dit qu'on a produit 3 millions de céréales. Officiellement, je doute. Et même le mil aussi, il n'y en a pas. La preuve en est que kilo gâteau hot, ça n'a jamais eu lieu. Acheter du tchaf à Sandago ou bien acheter du tchaf à Ponty, vous aurez un tout petit sachet à 100 francs, alors qu'à l'époque il coûtait 25 francs. Le mil aussi idem. Moi qui vous parle, j'achète le mil présentement, le kilo à 500 francs, à Gagnaï. Donc s'ils disent qu'on a produit assez, moi je doute. Et le droit de douter. Bon, régler de manière durable la question foncière. La question foncière aussi, elle est là. Bon, c'est des conflits. On a créé Procasef, on a créé CRAFS en tant que société civile. Mais toujours, c'est des conflits qu'on est en train de régler et qu'on est en train de voir. Promouvoir une politique d'équipement du monde rural adaptée à nos réalités. Aujourd'hui, on nous importe des tracteurs du Brésil et de l'Inde. Et s'ils tombent en panne, ils sont là-bas et les paysans sont endettés pour emprunter ou bien pour acheter des tracteurs qui ne sont pas fonctionnels. Pourquoi ne pas promouvoir la Sismar qui est là, qui est une industrie locale qui est là depuis Mathusalem? Elle peut produire des tracteurs, elle peut produire tout ce dont on a besoin et avoir un service après-vente. En ce moment-là, si les tracteurs tombent en panne à Kolda, ils pourront aller les réparer. Là, on l'a dit et redit. Au lieu d'importer des tracteurs de l'Espagne, de l'Inde, du Brésil, enrichir ces industries-là et laisser mourir nos industries locales qui sont là. Impliquer les plateformes paysannes et leurs alliés dans la conception du document et la mise en œuvre de cette stratégie. Nous, nos alliés, notre principal allié au niveau de stratégie, c'est l'IPAR, qui nous accompagne sur la réflexion, qui nous accompagne sur la mise en œuvre des différentes réflexions que nous initions. Et l'IPAR aussi, l'ISRA n'est pas exclu dans ce que nous faisons, dans ce que nous voulons faire. Donc pour le volet élevage aussi, on demande d'évaluer l'existant, la situation de référence, partager la stratégie avec les parties prenantes de la sécurité, de la souveraineté alimentaire du Sénégal. S'assurer l'articulation entre stratégie de la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Sécuriser l'espace pastoral qui est fortement menacé, avance un peu là. Sécuriser l'espace pastoral, introduire des forages solaires et mini-forages pastoraux, alimentation culture fourragère pour éviter la transhumance et réduire les conflits récurrents que nous connaissons entre éleveurs et agriculteurs. Et cela surtout dans notre zone là-bas, dans la région de Kaolack, plus particulièrement dans la région de Kaffrine. Améliorer la santé animale notamment et développer l'agriculture villageoise. Appuyer la recherche des races locales avant de penser à introduire des races importées, telles que la Gouzra, et autres races européennes qui sont souvent captées par des riches. Aujourd'hui, les races européennes qu'ils mettent dans le marché, c'est des à coûts de millions, ils n'avons pas ces millions-là. Et souvent, c'est les gros fonctionnaires qui sont là, qui les achètent et qui ouvrent des fermes dans la région de Dakar ou bien dans d'autres villes pour vendre du lait en toute saison. Et là, c'est des races qui coûtent des millions, hein, et on n'a pas d'argent pour acheter ces races-là. Pour le volet de la pêche aquaculture, avoir une représentation des professionnels dans les comités techniques de la SAS. Sensibiliser les acteurs et autres professionnels de la pêche. Participer à la mise en œuvre sur le terrain, formation, renforcement de capacité des acteurs, c'est ça qu'on leur a demandé. Organiser aussi de larges concertations, de larges ateliers de partage sur la SAS dans toutes les zones de pêche. Accroître la responsabilisation du ministère de la Pêche dans la mise en œuvre du SAS pour une autonomie d'action. Bon, nous voulons aussi que cette promotion-là soit
faite à l'état de la sous-région, de la CEDEAO, donner la priorité au développement potentiel des exploitations agricoles dans les investissements publics, arrêter les projets et mesures soutenant la marchandisation des terres et leur attribution à des promoteurs privés, nationaux et internationaux au détriment des exploitations familiales. Ce phénomène d'accaparement des terres engendre l'exclusion de plusieurs millions de paysans de l'activité de production ou les réduit à de simples ouvriers agricoles, soit des chômeurs. Sécuriser l'accès des ressources au profit des exploitations familiales agricoles grâce à des investissements structurants. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de... On a 240 000 hectares de terres qu'on peut aménager dans le département de Podor. Mais ça, c'est le rôle de l'État de le faire. De faire des investissements structurants, de faire des forages à vocation agricole pour que les bas-fonds là qui sont dans les zones sous-pluie là, que nous devons faire au moins c'est lié, parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Et il y a beaucoup d'argent qui circule. Et cet argent-là, nous les producteurs, nous ne le voyons pas tellement. Favoriser l'expression potentielle des exploitations familiales dans la recherche de la souveraineté alimentaire, la création d'emplois et de richesses, la construction et la protection de notre marché communautaire en Afrique de l'Ouest. Prendre en compte la place et le rôle prépondérant des exploitations familiales dans la mise en œuvre des politiques agricoles conformément au texte de politique agricole de la sous-région. Impliquer et responsabiliser les organisations paysannes dans l'élaboration et la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement agricole et rural dans la sous-région ouest-africaine. Donc voici de manière ramassée ce qu'en tant que professeur agricole, en tant que praticien, et que j'avais à échanger avec vous, à partager avec vous. Et je suis prêt à répondre à vos questions sur ce que je viens de dire. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci Sidi, merci, ça a été très pragmatique et le discours aussi est très clair. Je pense que sans tarder, je vais vous demander donc de me dispenser de faire la synthèse. Nous avons tous écouté ensemble pour gagner du temps. Je vais essayer de donner la parole à l'Assemblée et je demanderai également aux gens qui sont venus au nom de leur structure, s'ils ont envie de lever la main également, de le faire. Ici, c'est un espace de partage d'idées. Comme nous l'avons dit à l'entame de notre propos, c'est ouvert aux individualités, aux groupes et aux différentes personnes qui s'intéressent donc à cette problématique aujourd'hui qui est celle donc de la souveraineté alimentaire. Sans tarder, je vais prendre une liste. Et donc ceux qui veulent intervenir, à côté de vous, vous pouvez me dire c'est comment s'il vous plaît? Charlie. Docteur Charlie. Docteur Charlie. Docteur Charlie. Charlie, il part.